Bonsoir. Après de nombreuses années de formation passées en Espagne, je suis arrivé en France grâce à une bourse postdoctorale de la Communauté européenne. À Paris, j'ai obtenu un poste de maître de conférences en biologie animale à l'université Pierre et Marie Curie, aujourd'hui la faculté des sciences de Sorbonne Université. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner la biologie animale, la zoologie classique, si vous voulez. Alors, quand je suis rentré dans une salle de travaux pratiques ou une salle de travaux dirigés, j'étais tout de suite émerveillé et content de voir que pour enseigner, on disposait de spécimens zoologiques, de vrais animaux ou de parties d'animaux, pour que les étudiants s'instruisent à partir de la connaissance du réel. Et lors de la première année, je ne connaissais pas bien l'origine de ces animaux, donc j'ai posé la question à mes collègues et ils m'ont fait rentrer dans un espace caché, une série de pièces en enfilade qui étaient gardées sous clé, là où j'ai pu découvrir une belle collection d'animaux. Je suis vite fait tomber sous les charmes de cette collection insoupçonnée au sein de l'université, même à l'intérieur de l'équipe enseignante de biologie animale. Et depuis, j'ai fait de cette collection mon terrain d'étude. Et la collection, elle a connu des moments difficiles. Et on est à Paris, on est tous au courant des travaux de désamiantage du campus des Jussieu. À un moment donné, la question a été posée. On a besoin d'espace pour assurer les enseignements, donc il va falloir évacuer d'autres services. La collection qui était peu utilisée a été visée, si vous voulez. Il a fallu s'activer pour la garder. Donc, ça a été toute l'équipe de biologie animale qui s'est mobilisée autour de cette collection. Et bientôt, on s'est rendu compte que la collection avait un problème d'identité. Elle avait été construite au fil du temps, au cours des années, mais cette identité avait été perdue. À un moment donné, notamment lors des années 70 du XXe siècle, les moléculaires a pris les devants face à l'étude de l'organisme, et les animaux, l'anatomie, la morphologie a été un peu rangée aux oubliettes, et la collection avec. Donc, il fallait la redynamiser, et la première chose à faire pour cela, c'était de lui donner une histoire, de savoir pourquoi on avait cette collection. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé dans les archives nationales, au Muséum d'histoire naturelle, dans les archives de l'Académie de Paris. Et là, j'ai appris que la collection elle avait été constituée au XIXe siècle, tout au début de la création de l'université, par volonté d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui était professeur au Muséum d'histoire naturelle. Et le but, c'était de disposer d'une collection d'objets connus. Les exemples les mieux connus, les exemples les plus tranchés. On voulait les animaux les plus connus pour instruire les étudiants. Donc, c'était une collection pédagogique. Cette vocation pédagogique, on la voit très bien aussi dès qu'on étudie dans les détails les animaux qu'on garde. Et on voit bien que ce sont de récréations, si j'ose dire, de planches, des gravures qu'on pouvait trouver sur les manuels de zoologie les plus utilisés à l'époque. Donc, c'était une façon d'approcher le réel en respectant l'étude de l'ouvrage, tel qu'on verra un peu plus tard. La collection avait donc sa vocation. Les défis étaient là et c'était un défi pour nous. Il fallait rendre à nouveau utile cette collection au cœur d'une université contemporaine. Et c'est ça qu'on a fait, c'est le projet que je représente aujourd'hui ici. On a redynamisé, on a insufflé un nouvel élan à cet héritage de l'histoire. Et pour cela, on a 3 axes d'intervention. Le premier, c'est la patrimonialisation. L'université doit protéger les patrimoines qu'elle a accumulés au fil du temps. Je vous parle des taxidermies anciennes qui datent du début du XIXe siècle, des montages anatomiques de la fin du XIXe, de tout type, toutes sortes de pièces zoologiques. On doit les garder, les connaître, savoir qui les a faites, savoir comment les employer. Donc la patrimonialisation, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est la visibilité accrue de cette collection à l'intérieur de l'université, mais aussi en dehors des murs de l'université. Pour mieux la présenter dans l'université, et suite au déménagement qu'on a eu cours, si vous voulez, après les désamiantages, on dispose maintenant d'une salle musée qui sera bientôt aménagée et qu'on aimerait bien faire visiter par moment aux étudiants et au public parisien. Et cette visibilité accrue, on va la chercher aussi à l'intérieur du réseau. On va profiter des nouvelles technologies pour parler de la collection. On a déjà entamé des collaborations avec des plateformes comme par exemple Wikimedia, qui a pris des animaux en photo pour illustrer les notices Wikipédia à partir des animaux. Si vous allez consulter, vous allez tomber sur des animaux de notre collection. Alors cette visibilité accrue est en train de se construire. Pour cela aussi, on est en train de faire avancer l'inventaire
La collection n'avait pas d'inventaire, donc il a fallu réagir et pour construire cet inventaire informatique et savoir les objets dont on dispose. Et le deuxième axe sur lequel on est en train d'intervenir, c'est celui de la transversalité et de la pluridisciplinarité. On vient de vivre la fusion des universités à Sorbonne Université, une université d'humanité, une université des sciences se sont rencontrées. Aujourd'hui, la collection doit servir à émerveiller d'autres étudiants. À l'origine, elle était destinée uniquement aux étudiants des zoologies, qui devaient apprendre l'anatomie, la morphologie, des choses comme ça. Aujourd'hui, elle peut être utile aussi aux étudiants en histoire des sciences, en histoire de l'enseignement, des étudiants en beaux-arts ou des étudiants simplement intéressés par les animaux. Par exemple, on a fait travailler aussi des étudiants en médiation scientifique et vulgarisation des sciences dans la collection parce qu'elle se prête à ce type d'enseignement. Donc, pour conclure, je voulais simplement vous dire qu'on est en train de tout faire pour redynamiser cette collection, un bel héritage de l'histoire. C'est la Coélacanthe qui est évoqué dans les titres de cette conférence. C'est d'ailleurs une créature fantastique, un animal qui a l'apparence d'un poisson, mais dès qu'on étudie l'anatomie, on se rend compte que c'est un animal plus apparenté de nous que d'une sardine. Donc, nous avons un Coélacanthe dans la collection. Pour le moment, il se repose au Muséum national d'histoire naturelle pendant qu'on finit les travaux dans la salle musée, mais bientôt, il doit revenir chez lui, qui est chez nous, et là, il doit continuer à émerveiller nos étudiants et tous les publics.